Et bonjour petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD sur le management désincarné. Et on va se centrer cette fois-ci, en tout cas pour la troisième VOD, un peu plus sur le texte. Cette fois-ci on ira peut-être un peu plus loin que 30 pages, avec un peu de chance. Le chat, tu prends de la place, tu le sais? Tu le sais ça? S'il te plaît. Alors, l'enquête qualitative, clinique et quantitative. Le travail des cadres et des planeurs en particulier est particulièrement délicat à observer, car il a pour caractéristique d'être immatériel et symbolique. Ils manipulent des chiffres, des textes, des représentations graphiques, ils rédigent et lisent des mails. Leur travail est aussi relationnel et se déploie dans des espaces auxquels l'observateur extérieur n'accède que partiellement. Bureaux, salles de réunion, salons professionnels, lieux de convention, etc. Enfin, leur travail est prescrit de tenir un discours conforme à leur rôle. Aussi peuvent-ils être tentés de le resservir aux sociologues au risque de ne pas donner à entendre finalement que la norme discursive managériale. Notons également que les cadres peuvent, par leur position sociale et leur posture, en imposer aux chercheurs. Intimidés, séduits, ils pourraient ne plus voir ces cadres comme des travailleurs, mais comme des informateurs objectifs, comme s'ils ne faisaient pas partie à part entière de son terrain de recherche. Enfin, il faut le souligner, que les sociologues entretiennent des préjugés sur les cadres et leurs spécialités. Les financiers, les informateurs, les directeurs de ressources humaines, par exemple, évoquent certains représentations et soulèvent des émotions qui peuvent être de la fascination, du rejet ou de l'envie. Je suis désolé, j'ai le chat qui m'embête un petit peu à vouloir me faire des câlins absolument. Il est trop choupi, hein, il est trop mignon, mais j'avoue que ça serait bien si tu te calmais. Eh oui, s'il te plaît. Ces préjugés sont variables selon l'histoire sociale du chercheur. Dans tous les cas, ils peuvent brouiller la connaissance sociologique, comme sa réception. Pour éviter cela, il faut une méthode. Bah ouais, le chaton là, il en peut plus là, il est en train de me faire des câlins. C'est mon bébé, je l'aime. Voilà. Est-ce que je vous ai déjà dit aujourd'hui que j'aimais mes chats? Cette enquête a pour projet de donner à voir et à comprendre un fait social commun aux grandes organisations publiques et privées, au-delà de leur diversité de métiers, de taille, de statuts et d'histoire. Il fallait donc construire une méthode capable de rendre compte du travail prescrit, réel, réalisé et vécu des planeurs, au-delà des contextes singuliers. Le chat, s'il te plaît. Pour mener l'enquête, j'ai mobilisé des outils qualitatifs, cliniques et quantitatifs. J'ai tout d'abord mené 131 entretiens sociologiques compréhensifs avec des faiseurs et diffuseurs de dispositifs. 30 personnes, dont 6 femmes. Avec des travailleurs encadrés par eux, 83 personnes, dont 38 femmes. Dans des organisations privées et publiques. Complétés par des entretiens informels auprès de 18 personnes, dont 7 femmes, ils me permettent de comprendre les situations de travail telles qu'elles sont perçues et recueillir des informations sur la manière dont les personnes interrogées pensent y agir. Ils restent cependant déclaratifs. Pour accéder à leur activité, il fallait donc adopter une autre démarche, capable de l'expliciter. J'ai alors opté pour une épistémologie, une méthodologie clinique. L'approche clinique postule que les sujets étudiés détiennent une connaissance des faits sociaux qui s'imposent à eux et qu'ils produisent à la fois, lui lié en 2006. Le chercheur clinicien propose alors de transformer l'expérience en connaissance sociologique. Il enquête avec les sujets à propos des faits sociaux qu'ils expérimentent et qu'ils produisent. Il confronte des concepts quotidiens, des concepts scientifiques, Vygotsky en 2003, dans un processus de co-interprétation et de mise à l'épreuve des hypothèses. Pour cela, il propose à des travailleurs, quels qu'ils soient, de penser ce qui leur arrive avec des outils et des hypothèses sociologiques. Il s'agit notamment de porter l'attention à l'histoire, aux rapports sociaux, aux interactions en situation. Chercheurs et sujets co-analysent ainsi l'activité déployée face à cette multidétermination sociale. Autrement dit, le sociologue clinicien invite les travailleurs à produire une interprétation sur les faits sociaux qui s'imposent à eux et qui induisent des manières de penser, d'agir et de se sentir. Durkheim en 2002. Ensuite, il enquête sur l'activité élaborée en réponse à cette situation sociale, sur le sens qu'elle a pour ceux qui la produisent. Weber en 1995. La méthode consiste donc à favoriser l'explicitation et l'interprétation que les acteurs sociaux font de leur propre situation de travail, de leur activité. Yves Clos en 1999. Comme de leur rapport vécu à celle-ci, de Golejague et Hall en 2007. L'approche clinique en sociologie ambitionne de décrire des processus plus que des états, des rapports sociaux plus que des substances. Ainsi, la diversité des situations est utilisée comme un outil comparatif. Les différentiels sont utilisés pour
comprendre les conditions objectives de leur déploiement. J'ai donc réalisé des entretiens individuels cliniques longs, de 2 à 22 heures par personne, avec 14 planeurs, dont 6 femmes, de spécialités et d'âges différents. Il s'agissait de développer l'interprétation sociologique que ces planeurs font de leur travail prescrit, réel, vécu, réalisé, ainsi que de leur trajectoire socio-professionnelle. Ces entretiens se sont majoritairement déroulés à leur poste de travail, avec une partie d'observation de celle-ci. Dans le but de saisir et de comprendre leur activité, j'ai organisé en outre des réunions de co-analyse de pratiques dans le cadre de formation-action des planeurs d'une part et d'opérationnels d'autre part. J'ai ainsi invité des travailleurs du privé et du public à mener des analyses conjointes sur le travail entre eux et en ma présence. J'ai organisé également 9 réunions entre des planeurs et des travailleurs encadrés par leur dispositif. Enfin, j'ai créé des espaces d'échange et d'analyse des pratiques entre des planeurs effectuant ou ayant effectué des reconversions professionnelles. Ces explications de l'activité, de ces dilemmes, de ces méandres invisibles, débouchent sur l'élaboration conjointe d'hypothèses sociologiques auxquelles on a finalement contribué 150 sujets. 300 travailleurs au total ont donc contribué à l'enquête qualitative. Enfin, dans une perspective clinique que recoupe à cet égard la tradition de l'école de Chicago, j'ai cherché à utiliser mon expérience comme une ressource pour la recherche, plutôt que de la dénier ou de la cacher. À chaque fois j'ai du mal avec ce mot. L'objectivation du rapport subjectif du chercheur à ce qu'il étudie, en vue de rendre son analyse utilisable sociologiquement, passe par des procédés précis tels que l'écriture, l'explicitation à un tiers, la mise à distance et une observation participante rétrospective, Blummer en 82. Dans mon cas, ce point est important puisque j'ai exercé des fonctions de planeur pendant 12 ans. J'ai donc cherché à apprendre à utiliser au profit du travail intellectuel l'expérience acquise dans la vie. Mills en 2006, page 200. Elle a facilité l'entrée sur des terrains dont je connais les règles sociales et les habitus. Grâce à ma socialisation passée, j'ai également pu assister à des échanges informels entre planeurs et en avoir avec eux à propos de leur activité, de ces dilemmes. L'expérience m'a offert, en outre, une compréhension de l'intérieur, Chapouli 2006, page 16, et une connaissance intime du travail, Ibid. J'ai également procédé à des observations du travail collectif des planeurs lors de réunions auxquelles j'ai assisté comme observatrice participante. Comité de pilotage, réunion de CHSCT, comité d'hygiène et de sécurité de conditions de travail, séminaire de direction, réunion de cadres, convention de managers, etc. J'ai aussi réalisé pour cette recherche des études documentaires de curriculum vitae, des CV, d'offres d'emploi, de documents publicitaires managériaux, notamment d'organigrammes, de l'encadrement d'une centaine de recherches d'étudiants polytechniciens sur le travail des planeurs, d'une 50aine de recherches de travailleurs opérationnels à Sorbonne Nouvelle, a contribué à améliorer encore la connaissance de ces milieux socio-professionnels contrastés. Enfin, j'ai réalisé entre 2011 et 2014, en partenariat avec l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, une vaste enquête quantitative sur le cadre organisateur à distance, du Jarrier 2015. J'ai ainsi fait passer un questionnaire auprès de 802 cadres du privé et exploité une enquête de l'APEC passée auprès de 13 242 d'entre eux. Ces enquêtes ont permis de tester quantitativement mes hypothèses qualitatives. Alors là, pour faire simple, elle vous donne juste le déroulé de comment est-ce qu'elle a mis en place son projet de recherche, comment est-ce qu'elle a construit les données qui vont ensuite être récoltées et ensuite analysées. Et pourquoi est-ce que ces données sont arrivées là, par quoi est-ce qu'elle est passée, quelle est la méthodologie tout simplement de son travail. Donc tout simplement, elle a fait une activité, on va dire, qualitative. Elle a donc sélectionné un petit panel de personnes, un petit panel de 300 et quelques personnes. C'est pas beaucoup, en vrai. Sachez que en psychologie, selon les contextes de recherche, c'est pas forcément beaucoup. En l'occurrence, si vous cherchez donc les métiers de type encadrement à distance, à enquêter sur 300 personnes, c'est extrêmement peu représentatif au final. C'est pas forcément probant après de dire, puisque j'ai enquêté sur 300 personnes, en fait tous les cadres à distance vont plutôt fonctionner comme ça ou comme ça, comme ça. C'est pas forcément pertinent. C'est pour ça d'ailleurs que derrière, cette activité qualitative qui lui a permis d'isoler, on va dire, un certain nombre d'éléments, de facteurs, d'hypothèses. Elle a fait également une étude qui va être quantitative sur donc une grande masse de personnes. Donc là, notamment avec l'APEC, où elle a dit 13 242 personnes
Donc là tout de suite vous êtes beaucoup plus représentatif au niveau de la population des cadres et des cadres à distance. Parce que du coup vous allez pouvoir mettre en action, on va dire, votre recherche avec le prisme de ce que vous avez fait sortir avec l'enquête qualitative. Avec l'enquête qualitative, vous avez vu telle ou telle théorie, vous dites tiens ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Vous retravaillez votre outil pour du coup du quantitatif, parce que évidemment comme elle a expliqué, le qualitatif, elle y allait à coup d'entretien clinique, à coup d'échange, à coup de directement recevoir la personne pendant parfois énormément d'heures, puisque donc elle a dit que c'était des entretiens longs, plus de 2 heures à plus de 20 heures, ce qui est donc plutôt effectivement des longs entretiens. Et tout simplement, à partir des hypothèses qui a été faites, elle a pu recréer un outil, un questionnaire, ce genre d'éléments, qui peuvent être diffusés largement, et donc répondus largement, par une bien plus grande masse de personnes, bien plus facilement. Et donc c'est ce qu'elle a dû probablement faire après derrière, puisqu'elle dit une enquête... généralement une enquête c'est un questionnaire, ce genre de choses. Oui voilà, c'est un questionnaire, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Pour du coup vérifier un petit peu les données qu'elle avait acquises par la phase qualitative, pour voir si effectivement ces hypothèses ont l'air de se confirmer ou pas, s'il peut être pertinent d'utiliser comme modélisation du réel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme élément intéressant à vous dire? Rien de particulier, fait beaucoup de références à pas mal d'auteurs différents qui sont connus dans le milieu, par exemple Yves Clos, que je vous ai déjà fait des textes de Yves Clos parce que c'est particulièrement pertinent. Yves Clos, c'est la clinique de l'activité qui est extrêmement intéressante à étudier. Ça fait déjà quelques temps, je vous avais fait du Yves Clos, ça doit bien remonter à 6 mois. Parce que j'ai souvenir que du Yves Clos, je vous en ai fait quelque chose comme en avril ou février, je crois que c'était. Donc ça date un peu. Mais en l'occurrence, c'était la clinique de l'activité. Donc une manière d'étudier justement l'activité des travailleurs avec un prisme, on va dire, clinique. Donc vraiment centré sur l'individu, sur le ressenti, le vécu, l'individu, et ainsi de suite. Bref, voilà. Donc là, voilà, c'était juste une méthodologie. Elle vous explique concrètement comment est-ce qu'elle a mis tout ça en place. Travail et activité, définition et convention de langage. Tout travail est une activité. Dans ce livre, ce concept a un sens précis. Ergonomes, ergologues, psychologues, sociologues ont démontré que l'activité n'était pas réductible, ni à la prescription, ni à l'action visible, finalement réalisée. Ce qu'il faut sentir, ce qu'il faut penser, taire, retenir, évaluer, arbitrer, pour poser le bon geste ou dire le bon mot, est un processus qui est complexe et invisible. Dans la tradition de l'ergonomie de la langue française, l'activité est appelée aussi travail réel, se distingue donc de la tâche prescrite. Elle est ce que ça demande, au-delà de ce qui est demandé. L'activité, c'est ce que le travailleur fait vraiment, au-delà de la prescription. Bien qu'elle dessine le réel pour le travailleur, elle est le plus souvent silencieuse, invisible pour l'œil de l'observateur. D'autre part, le travail réel est différent du travail réalisé. Ce qu'on a fait réellement et visiblement, par exemple dire bonjour à un client, liquider un dossier, donner un coup de tournevis, est loin de rendre compte de tout ce qu'il nous faut faire pour arriver à le faire. Le rapport entre le travail prescrit, le travail réel et le travail réalisé donne lieu à des récits, des interprétations multiples, ce que j'appelle le travail vécu. L'activité, même isolée, est irrémédiablement sociale de part en part. Dans une conception sociologique, agir, c'est en effet faire avec une histoire déposée dans les langages, des lieux, des organisations, des règles sociales et surtout dans le corps et les techniques. En outre, l'activité se déploie dans des rapports sociaux institutionnalisés, au premier rang desquels on trouve aujourd'hui le salariat et le marché. Ils assignent des places, des obstacles, des chances de réussite distinctes, le plus souvent selon le genre, la citoyenneté, les qualifications, l'âge ou l'ethnie. Enfin, l'activité s'inscrit dans un contexte local, qui permet des relations interpersonnelles, concrètes et néanmoins circonscrites. Ces déterminations à la fois historiques, institutionnelles, situationnelles sont multiples et en tension. De ce fait, elles s'ouvrent sur une relative Elles ouvrent sur une relative interdétermination à laquelle il faut répondre. Cette réponse se trouve dans l'activité elle-même, qui prolonge et transforme en retour ces trois dimensions sociales. L'activité peut être décrite comme une élaboration qui compte sur les sensations et tente de produire une signification. Agir, c'est donc orienter l'action, c'est la sentir, la signifier. Or, ces trois termes définissent précisément ce qu'est le sens. Pinault en 2005, De Peretti en 2011. Agir, c'est donc fabriquer ce triple sens, ou du moins c'est tenter de le faire.
L'activité est alors tout l'inverse d'une application ou d'une exécution des normes. C'est une production de normes. Canguilhem 47, 98, Schwartz 88, et de règles, Reynaud et Terssac, et de Terssac 92, dans des situations sociales multidéterminées qu'elles modifient en retour. Ce processus de renormalisation ou de régulation induit que toute activité est doublée de ce que nous appelons, à la suite de Gilbert de Terssac, un travail d'organisation. Il désigne tout ce qu'il faut faire pour répondre aux questions suivantes. Que doit-on faire? Comment le faire? Avec quel sens? Il s'agit de délibération, utile pour bâtir, en dépit des tensions qui la trament, des finalités, des procédés et des justifications sociales de l'activité. Le travail d'organisation peut alors être défini comme une réponse aux contradictions qui traversent l'activité. Lorsqu'il y réussit, il permet à l'homme de déployer une activité vivante, fonctionnelle, en dialogue avec les normes sociales de son milieu. Être privé d'activité est pathogène, Clos, 2010, 2 jours, 95. Les activités arrêtées, stoppées, amputées, en souffrance, riment avec maladie, dépression, impuissance, enfermement, la punition, et disparaissent finalement avec la mort. Inversement, pour pouvoir déployer une activité vivante et favorable à la construction de la santé, L'Huillier et Godard en 2014. Autrement dit, l'activité, contrairement à une vision économique dominante, n'est pas un simple facteur de production. Elle est le lieu où se jouent des questions vitales de sens et de santé. Voyez alors avec ce cadre théorique et méthodologique ce qu'il en est aujourd'hui de la réception des dispositifs qui encadrent l'activité. Donc là, tout simplement, on va vous donner, là, dans ce paragraphe, elle vous a donné un peu plus, en fait, qu'est-ce qu'elle entend par tel ou tel terme, vous définir concrètement quel est le champ de recherche précis sur lequel va se baser son étude. Donc, l'activité, d'accord, mais qu'est-ce que l'activité? Qu'est-ce que le travail? C'est pour ça aussi que dans pas mal de lives, on avait déjà parlé de qu'est-ce que c'est que le travail, redéfinir le travail. Notamment avec Yves Clos, quand je vous avais lu du Yves Clos, j'en avais parlé, quand je vous ai parlé de notamment certaines utopies concrètes, où on redéfinit par exemple Twin Hawks, qu'est-ce que sont les tâches, où en fait on va remettre à plat qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que ça recoupe le travail. Et c'est là où encore je reviens sur ce que je vous avais déjà dit, notamment ce matin, mais que je vous ai déjà dit d'autres fois dans d'autres lives. L'activité, la finalité de l'activité n'est pas forcément un bon moyen d'étudier, de quantifier, d'analyser, d'évaluer le travail effectué. Parce qu'un résultat n'est pas forcément représentatif de tout ça, pour différentes raisons. Malheureusement, vous pouvez avoir produit un travail extrêmement conséquent, avoir une activité extrêmement conséquente, et pour des raisons notamment contextuelles, ça n'apporte à aucun résultat. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été efficace, que vous n'avez pas bien travaillé, que vous n'êtes pas mis à fond dans votre activité. Potentiellement même, on peut constater dans des situations de travail, c'est votre activité même qui a fait que de fait, on ne pouvait pas obtenir de résultat. Parce que vous êtes parti sur un certain type d'action, en fait, à la base, avec un certain but, en cours de route, parce que votre activité justement a été poussée jusqu'au bout, parce que justement vous êtes investi particulièrement dans cette activité et dans toutes les réflexions qu'il y a autour sur comment faire votre activité et ainsi de suite, vous avez pu potentiellement remettre en question le but, la finalité première, le résultat, voire du tout complètement le changer et obtenir un résultat totalement différent. Et ça, c'est ça qui est intéressant à noter, parce qu'elle le met en avant justement, Madame Dujarrier, cette chercheuse met en avant que justement, il y a le fait que travailler, faire cette activité, en fait, va également prendre en compte le fait qu'on va redéfinir au cours de route, par toutes les questions annexes qu'il y a en fond, qu'est-ce qu'elle recoupe en fait? Quelle est cette tâche? Par le fait même qu'on fait notre activité, on va redéfinir cette activité, on va redéfinir le contexte dans lequel on le fait, le contexte va également jouer, et ainsi de suite. Bref, énormément de facteurs vont venir entrer, je dirais pas en conflit, mais vont entrer en interaction. Et ils vont pouvoir potentiellement remettre totalement en question la finalité première de votre activité et potentiellement vous pousser à faire totalement différemment de ce qui était prévu, de ce qui était à la base planifié. Et c'est là où, à mon avis, on va notamment réagir du coup de manière assez intéressante avec tous ces processus, avec ce management désincarné, c'est que le management désincarné ne permet pas cette remise en question. Parce que justement, le management désincarné, pour lui, c'est simple, c'est le résultat à la base prévu, c'est ça, tu arrives à ça, oui, non, point. Et il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de oui mais en cours de route on se rend compte que le but en fait c'est complètement con, qu'en fait il faut redéfinir, qu'en fait il faut faire autre chose, qu'en fait c'est contre-productif et ainsi de suite. Ça il s'en fout. Tous les processus de management qu'on a justement désincarnés, pour reprendre les propos de Dujarrier, montrent que en fait la seule chose qui compte c'est ce qui était prévu à la fin, est-ce que c'est fait? Oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Voilà, ça s'arrête là.
Alors que justement, par le fait même qu'au cours de route, en réalisant la tâche, on va notamment se poser et se redéfinir par rapport à cette tâche, par rapport dans quel contexte, ainsi de suite. Ce n'est pas possible avec ces processus qui nous conduisent tout au long à faire très précisément un cahier des charges sans avoir la possibilité de le remettre en question, sans avoir la possibilité de le remettre tout simplement en recul, de pouvoir éventuellement redéfinir. On n'a pas cette possibilité-là. Ça nous conduit, ça nous guide de force presque au but qui est prévu de base, sans avoir la possibilité d'en dévier, sans avoir la possibilité de le remettre en question. Et c'est pour ça qu'on y perd du sens dans le travail. Parce qu'au final, si on n'est qu'une machine, si on n'est qu'un opérateur équivalent à une machine sur une chaîne de montage, qu'on ne fait que le même geste encore et encore, sans même y réfléchir, sans même le penser, et ben on n'est plus dans cette activité. On n'est plus vraiment dans cette tâche de travail, parce que ce n'est pas simplement le fait de réaliser ce geste qui est dans l'activité, c'est tous les processus qui sont tout autour, c'est tout le bagage, on va dire, qu'il y a en termes d'expertise, de réflexion, de positionnement, de buts voulus, de buts redéfinis, enfin bref, tous ces éléments-là qui du coup sont complètement gommés par ces processus, par ce management, notamment le lean management ou ce genre de choses, qui vont vraiment tout planifier telle une belle autoroute, mais qui du fait que c'est une belle autoroute magnifique, en fait vous ne conduisez pas, la voiture se conduit toute seule au final, et vous pouvez devenir malheureusement aliéné par ça, vous pouvez en être aliéné et tomber dans des dépressions ou perdre du sens du travail, et qui vous amène à tomber en dépression. C'est notamment tous les travaux de Yves Clos qui ont pu mettre ça en avant. Tac, donc là c'est les références. Joindre l'inutile au désagréable. Vous avez vu, ça a l'air bien. Hein. En tout cas, j'espère que ça va, que ça vous dégoûte pas trop le live. Je sais pas, parce que là vous parlez plus. J'espère que vous êtes toujours vivant et que c'est pas insupportable. Parce que bon, c'est vrai que ça peut porter un peu sur le... Comment dire, je dirais pas... Enfin si, sur le mental aussi, mais je pense que ça peut être un peu... un peu lourd. Ça peut être un peu lourd. Non, je fais des trucs à côté, d'accord. Mais après, tu n'es pas toute seule normalement, vous êtes censé être un peu plus nombreux. Tout à l'heure, on papotait beaucoup, mais c'est vrai que là, devenu, c'est tout calme. Vous êtes parti manger, vous êtes pas revenu. C'est possible, hein, c'est possible. Vous êtes parti manger. En même temps, il faut manger. Bon, là, il est 15h, donc normalement, on est censé avoir déjà fini de manger. Mais... non, en vrai, c'est vrai que c'est con, hein. Mais j'ai très peur que ce soit lourd, trop lourd, et que potentiellement ça vous bouffe un peu moralement ou quoi, ou que vous travaillez et que ça vous fait décrocher parce que c'est trop lourd, c'est trop complet, ou que au contraire je vulgarise pas assez, que peut-être que c'est pas assez simple, même si pour moi ça m'a l'air simple, mais en même temps moi je suis dans le milieu, donc moi je sais qu'il y a plein d'éléments justement du milieu scientifique, des sciences sociales qui moi me vont, on va dire, de manière, je dirais pas innée parce que c'est pas inné, mais que j'ai tellement usité qu'elles sont pour moi naturelles presque, alors que au contraire ça l'est pas du tout, à moins d'être dans ce genre de domaine. En fait les notions sont pas forcément du tout évidentes, donc vraiment j'ai très très peur de ça. Excusez-moi, j'ai vraiment très très peur de vous perdre. Les autres font du travail à côté. Ah merde, il faut manger. Bah ouais. C'est vrai que normalement vous me posez des questions si vous comprenez pas, mais vu qu'il y a un gros silence qui s'accumulait, c'est pour ça aussi que je me disais merde, est-ce qu'ils ont tous décroché, ils se sont dit non, on va mettre en mute et on va faire autre chose. Ça me fait peur, j'avoue. Alors, joindre l'inutile au désagréable, partie 2. Comment l'encadrement par les dispositifs de finalité, de procédés, d'enrôlement est-il vécu par ceux qui doivent produire avec eux? Par une sociologie de la critique, Boltanski, en 2009. Je propose de rendre compte de la manière dont les femmes et les hommes l'expérimentent concrètement, au jour le jour. Ils donnent à entendre ce qu'ils en disent et en pensent. Ah, la sécurité, arrangée à côté du sentiment d'imposteur. Oui, voilà, exactement. Exactement. Pour cela, restons en compagnie de Julie et de ses 3 collègues, Yolande, Marielle et Dominique, elles aussi assistantes sociales. Elles ont accepté d'analyser sociologiquement leur travail prescrit, réel, réalisé et vécu dans un cadre clinique. Leurs échanges permettront d'illustrer des processus généraux, observés avec une régularité remarquable dans les autres grandes organisations étudiées. Une constante frappe en effet l'observateur, le management par les dispositifs fait l'objet d'une triple critique par ceux dont l'activité est ainsi encadrée, qui concerne sa valeur intrinsèque, sociale et économique. Une activité jugée désagréable, voire pathogène. Lorsque l'activité est encadrée par des dispositifs de finalité, de procédés et d'enrôlement, 4 processus sont décrits avec une constance, comme dégradant le plaisir de travailler, jusqu'à rendre l'activité parfois invivable. Le renversement des moyens en fin,
la rigidité des plans face au réel, la confrontation du rythme différent, et enfin, une confiance empêchée. D'après Julie, premièrement, les dispositifs de finalité créent une incitation à ne travailler que pour les chiffres. Ce logiciel ne parle pas du fond du problème, c'est-à-dire des problèmes que les gens et des problèmes des gens et de ce qu'on fait avec eux. Il ne rend pas compte de nos résultats, ni de ce qu'on fait réellement. Elle observe également que son attention est captée par l'alimentation et l'entretien des dispositifs eux-mêmes. Il faut dérouler la checklist, cocher les cases, faire du chiffre. Elle est détournée de son travail productif pour se centrer sur ce qu'il sera possible d'en dire quantitativement, explique-t-elle. Son activité d'aide aux personnes est alors subordonnée à la question de savoir combien de rendez-vous elle a réussi à faire dans la journée, combien de cases elle pourra cocher dans le pro-logiciel. Le pilotage par les chiffres incite à en effet, presque mécaniquement, à un renversement des moyens en finalité. Il faut faire du chiffre, qui peut devenir un but en soi, au détriment de la mission professionnelle et de son contenu même, au risque de provoquer un rétrécissement de la nature du travail. Norman, en 93. Ça c'est super intéressant, c'est un truc effectivement qu'on constate assez régulièrement quand on vient, comme moi dans mon ancienne activité, dans les entreprises, pour notamment les situations de crise, notamment quand il y a des changements organisationnels. Alors qu'est-ce qu'un changement organisationnel? C'est assez simple, c'est à partir du moment où l'activité, telle qu'elle était prescrite jusqu'à présent, change de prescription. Autrement dit, on leur dit, écoutez, vos tâches vous les faisiez comme ça, on vous disait de les faire comme ça, et bien maintenant on vous dit de faire ça comme ça. Et le problème, c'est que ça peut un peu télescoper justement la manière dont le travail est fait. Parce que comme on vous dit, vous avez d'abord le travail prescrit, ensuite vous avez le travail réel, ensuite vous avez le travail... j'ai oublié, le travail pas vécu, le travail vécu c'est la fin. Ah bordel, j'ai plus le terme. Prescrit réel, visible, enfin effectif. Merde, c'est quoi déjà? J'y arrive plus, je l'ai plus. Je ne l'ai plus. Bon, en gros, c'est visible, le dernier. Le principe du visible, c'est que c'est ce que vous voyez, quoi, tout simplement. Le travail en retard, non. Vous avez le travail prescrit, c'est ce qu'on vous dit de faire. Vous avez le travail réel, c'est ce que vous faites réellement, parce que ça vous demande plus que le travail prescrit, parce qu'il y a d'autres processus qui rentrent en compte, et ainsi de suite. Bref, qu'on ne vous dit pas de faire sciemment là, comme ça, tout de suite, là, exactement, mais que vous faites quand même. Et après, vous avez le travail qui est là, on va dire fait, qui est visible, qui est le résultat. Regardez, ça fait ça, tout simplement. Et à la fin, du coup, vous avez le vécu. Vous avez le travail vécu, qui est donc l'ensemble de tout ça. Le principe, c'est que justement, quand vous avez des processus comme ça de management désincarnés de distance, on va dire, qui vous disent bon voilà, vous devez remplir tel ou tel truc, ainsi de suite, qui vous êtes détaché de la tâche. Le problème, c'est que le travail prescrit, en fait, au final, va changer. Le travail prescrit, ça va plus forcément être juste porte conseil, porte soutien, rend service aux personnes en demande, comme Julie est censée le faire, mais plutôt assure-toi de remplir la checklist, assure-toi de refaire tes chiffres. Et du coup, ça change la finalité du travail, ça change la finalité, puisque l'objectif n'est plus non plus d'apporter une aide, on va dire donc un travail qui va être qualitatif, mais au contraire, on va passer sur un travail qui sera quantitatif. Il faut que tes chiffres soient remplis, il faut que tant de cases soient validées, il faut que tu aies fait tant d'entretiens au cours de la journée. Et du coup, ça pose énormément de problèmes. Parce qu'on change la finalité, donc on change le travail effectué, on change le travail réel, on change le travail prescrit, on change le travail visible, et on change du coup évidemment le vécu du travail. Et ça remet totalement en question, notamment l'individu au sein de sa tâche, au sein de son travail, au sein de sa structure. Parce qu'elle n'est plus là pour faire ce qu'elle faisait à la base, elle n'est plus là pour faire ce pourquoi elle est venue s'engager à la base. Et ça pose énormément de problèmes. Là, on parle de Julie par exemple, mais je connais un autre cas où ça a été le cas. Lors de mon master, on avait donc un directeur de master qui était tout à fait sympathique, totalement adorable. Et ce qui s'est passé, c'est que ce directeur de master est un enseignant-chercheur. Sauf que, et en tant qu'enseignant-chercheur, en l'occurrence, là, lui, il était également directeur de master.
Et en tant que directeur de master, ça a totalement changé son activité parce qu'il a commencé avec les renouveaux justement de la faculté, de ce qu'ils attendaient dans la faculté, de faire des tableurs encore et encore et encore. Et justement, il se plaignait énormément du fait de faire plus de tableurs qu'autre chose au sein de son activité, alors qu'à la base, lui, ce qu'il était, c'était un enseignant-chercheur. Ce qu'il voulait faire, lui, c'était passer plus de temps avec ses élèves à nous apprendre des trucs, ou au contraire passer plus de temps à faire de la recherche. Et au final, il passait les 3 quarts de son activité sur un putain d'ordinateur à cocher des putains de cases dans un dossier Excel, dans des fichiers Excel en chaîne, pour valider que oui, tel UE a été fait, oui, tel truc a été fait, oui, machin est venu faire tant d'heures, oui, machin a été présent, oui, patati patata. Bref, faire juste du remplissage de fichiers Excel. Et même ses mails étaient en grande partie tournés sur ça, à un tel point que c'en était vraiment pour lui totalement absurde, parce qu'il ne faisait plus son activité, et que bah, forcément ça le saoulait énormément. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce directeur de master a, l'année suivante, fait une crise cardiaque. Voilà. Il a eu un arrêt cardiaque, alors il va bien, il s'en est remis en l'occurrence, mais ça montre bien que le travail il a tellement aliéné, il a tellement été surmené par ce changement de cap, et il s'en plaignait, toute l'année il s'en est plaint encore et encore, même en cours, que il recevait, pendant qu'il donnait son cours, il y avait son ordinateur qui était allumé, il recevait des mails notamment de l'éducation nationale pour dire venez, pas de l'éducation nationale, c'est techniquement c'est aussi l'éducation nationale, mais de l'université qui lui disait est-ce que vous avez rempli tel tableur? Alors attendez, il manque une donnée dans ce tableur là, s'il vous plaît, remplissez-le. Alors même qu'il était en plein réalisation de son cours, et du coup il s'en plaignait forcément parce qu'il n'en pouvait plus. Il en pouvait plus, ça lui faisait péter un câble. Ça l'a totalement aliéné au point que ça finit par malheureusement avoir un impact sur sa santé, parce que c'est pas pour rien si son cœur a eu un petit arrêt cardiaque, c'est parce qu'il était totalement surmené au point que son corps lui a dit là stop, tu vas te calmer, tu vas aller au lit, tu vas plus bouger. Et heureusement, encore une fois, pour lui ça n'a pas été si grave que ça. Bon, il a mis quand même 6 mois, plus que 6 mois pour recommencer à avoir une activité notamment professionnelle, parce qu'il a fallu qu'il s'en remette, il a été vraiment... en fait la deuxième année il a quasiment pas été là. Malheureusement pour lui il a quasiment pas été là, on ne l'a revu qu'à la toute fin de l'année, et on l'avait vu qu'au tout début de l'année. Genre on l'a vu un mois et, au début, et on l'a vu un mois à la fin. Et entre temps il s'était passé 10 mois quoi. Donc cool. Donc voilà, ça montre bien que vraiment ça a un impact de santé. Tout à l'heure il vous disait, notamment avec le bagage des différentes recherches qui avaient été faites par différentes personnes au cours de l'histoire sur ce champ de recherche, on voit qu'il y a un impact de santé. L'enjeu du travail est un enjeu notamment de santé mentale, de santé physique, parce que ça a des conséquences, ça a de véritables conséquences. Je vais contester mon amende, petite fougère Ardine de YouTube, je te dis coucou. Coucou petite fougère de YouTube, enfin petite Ardine de YouTube. Et aux gens de Twitch, à plus tard peut-être à plus tard. Et je vais boire puisque tu m'as demandé de boire. Voilà. Je continue. En réponse à cette situation, certains se conforment strictement à la prescription. D'après Julie, ils se réfugient dans la procédure, travaillent sans se poser de questions. Ils suivent ce que les dispositifs leur disent de faire, se mettent à leur service, orientent leur activité et leur conversation sur son fonctionnement, plus que sur les problèmes sociaux qui se présentent à eux. Dominique raconte son expérience à cet égard, pour en souligner la limite. Un jour, elle s'est décidée à faire du chiffre. Elle commente « Je suis devenue idiote, je suis devenue une enfant. Je n'avais pas assez de rendez-vous, il fallait que je fasse du chiffre. Alors, pendant 3 jours, j'ai tout noté, absolument tout, même un rendez-vous de 5 minutes. C'est complètement idiot. » Le sentiment dominant, insiste-t-elle, c'est le vide et l'inutilité de cette orientation de l'activité. Les indicateurs chiffrés contiennent implicitement un destinataire prioritaire à la tâche. Ainsi, le dispositif qui encadre le travail de Julie lui demande d'orienter son activité vers les services centraux, grands arbitres de la compétition entre équipes pour l'accès aux moyens. Les autres demandes, qu'il s'agisse de celles de citoyens qui viennent la voir, de celles de collègues, ou encore de sa responsable d'équipe, de l'élu, même de sa propre famille, deviennent alors secondaires, voire encombrantes, dit-elle. Dans ce métier, comme dans tous, il existe une multiplicité de ces destinataires potentiels de l'activité. Ils sont porteurs de valeurs, d'attentes diverses, et entrent régulièrement en tension. Arbitrer finement, c'est-à-dire qualitativement, leurs exigences, leurs critères de jugement, donne une épaisseur politique à l'activité. Cette pluralité instaure en effet chez les travailleurs un dialogue silencieux mais dense, une délibération, un travail d'organisation pour en répondre. Or, le management par les chiffres semble abroger d'un coup cette pluralité, en centrant l'attention du travailleur sur un seul
de ses destinataires. Si cela allège son travail d'organisation en lui évitant d'avoir à choisir l'adresse de son activité, ou d'avoir à construire une réponse qui tienne compte de leurs désaccords, il évince du même coup le débat politique dans le travail. Cette simplification apparente, pourtant, ne supprime pas les autres destinataires. Il continue d'être présent et bavard dans la vie comme dans l'esprit du travailleur. Inversement, lorsque celui-ci persiste à travailler pour divers destinataires, il doit penser simultanément à la manière dont il pourra rendre des comptes sur l'objectif quantitatif qui s'impose à lui. Yolande l'explique bien. Depuis qu'ils ont mis ce logiciel, je pense à toutes les critiques qui vont me tomber dessus pour tout ce que je fais qui ne rentre pas dans les cases. Je suis préoccupé. Alors j'ai moins d'écoute, j'ai moins d'empathie pour les gens que je reçois. Bref, je travaille mal. Ce processus n'est pas spécifique au travail social. Si on est logique jusqu'au bout, il faudrait faire de cette chaîne de télé un sex shop. Ça apporterait plus. Il faut que ça crache de l'argent. Mais nous, on essaye malgré tout de faire des programmes qui ressemblent à quelque chose, dont on soit un peu fier, quoi, et qui apportent quelque chose aux gens. Ce cadre dans une entreprise d'audiovisuel met ainsi au jour le même processus, également à l'œuvre dans les entreprises privées, lorsque le management par le nombre oriente l'activité quasi exclusivement sur la profitabilité. Ce processus de renversement des moyens en fin produit finalement une tension forte chez les travailleurs. Leur vécu est teinté, selon le cas, de culpabilité, de regret, de mauvaise conscience, voire de honte, lorsque l'orientation prioritaire vers le chiffre amène à maltraiter autrui, ou les règles de leur métier. Le deuxième processus observable concerne le frottement entre le plan et la réalité. Les dispositifs de procédés sont en effet conçus pour des situations types. Ils tentent de prévoir ce qu'il faut faire pour atteindre un but défini. Ils ordonnent donc une tâche unique, de manière rationnelle. Au quotidien, 4 tensions surgissent alors régulièrement. Tout d'abord, la situation telle qu'elle est prévue par le dispositif peut diverger de celle que le travailleur rencontre effectivement. Et il doit pourtant l'utiliser, fut-il inadéquat, maladroit, inefficace, pour régler la situation à laquelle il est confronté. Ensuite, dans les dispositifs, le raisonnement est centré sur une tâche. Or, dans la réalité, celle-ci est irrémédiablement nouée à d'autres, avec lesquelles elle dialogue et s'articule. Les combinaisons pratiques entre tâches, lorsqu'elles n'ont pas été prévues dans le dispositif, doivent alors se réaliser clandestinement, parfois même en allant à l'encontre de la prescription. Troisièmement, les dispositifs de procédés sont caractérisés par leur structure théologique ou rationnelle, en finalité. Téléologique, pardon, j'ai bafouillé. Une fin est posée d'emblée avec le prescripteur et des cheminements logiques sont ensuite dessinés pour l'atteindre par étapes successives. Les dispositifs n'envisagent qu'exceptionnellement ce qui pourtant arrive tous les jours. Les transformations débutent du fait de l'évolution des moyens, la dialectique entre les finalités et les moyens, et la définition même de l'autonomie du travail, de Teersack en 2011. Et elle est un élément décisif de son intérêt et de sa vitalité. Or, elle n'est généralement pas prévue dans le dispositif. Elle est donc rendue impossible ou coupable. Ainsi, les travailleurs sont critiques à leur égard. Ils sont jugés rigides lorsqu'ils imposent une finalité et un procédé immuable. Enfin, il arrive régulièrement que les dispositifs de finalité demandent aux travailleurs d'atteindre des scores que les dispositifs de procédé ne permettent pas de réaliser. La contradiction entre les deux est fréquente. Les assistantes sociales doivent par exemple accroître leur productivité, tout en travaillant avec un logiciel qui est lent, peu ergonomique, qui tombe parfois en panne. Il ralentit leur rythme de travail là où on leur demande de l'accroître. Ces 4 tensions demandent finalement de réaliser un travail d'organisation improvisé, pour compenser le travail d'organisation maladroit qui est imposé dans les dispositifs. Il vient en plus du travail productif lui-même. Ça c'est vachement intéressant parce que justement, ça vous met en avant, c'est un peu des choses que pareil je vous ai déjà évoquées plusieurs fois, mais bon là c'est nettement mieux décrit et explicité grâce à Madame Dujarrier. C'est qu'en fait, en venant vous rajouter justement cette manière de faire qui est la même, standardisée pour tous et tout le monde, et bien au final on rajoute plus de travail qu'autre chose. Parce que comme ça ne correspond pas à la personne et à la demande spécifique que vous avez là, il faut l'adapter. Ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande un peu de remise en question, ça prend des ressources, quoi, tout simplement. À côté de ça, les logiciels utilisés, parce que là par exemple on parle d'un logiciel, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les procédures peuvent faire que ça prend plus de temps. On vous dit que vous êtes censé aller plus vite, parce qu'après tout on vous a donné un outil pour aller plus vite, bien organisé, mais l'utilisation même de ce logiciel, de cet outil, de ce processus, ralentit la vitesse de votre activité. Et ralentit parfois beaucoup plus, même souvent beaucoup plus, que ce qu'elle est censée accélérer.
ce qui est quand même assez dommageable. Et donc en fait on se retrouve dans une situation où non seulement on vient alourdir la charge de travail, d'une part, en soi-disant amenant un outil qui est censé au contraire l'alléger, mais au-delà de ça, on fait perdre du sens au travail et on donne surtout un outil qui n'est pas compatible et qui n'est pas adapté à la grande majorité des situations qui sont présentées. Donc non seulement on va retrouver avec un outil qui ne fait pas ce qu'il est censé faire, à savoir accélérer le temps de travail, accélérer, faciliter les processus de travail, mais en plus à faire l'effet inverse, à les alourdir, à les ralentir, à être moins efficace. Et donc au final, vous n'avez qu'une seule conclusion logique, vous épuisez, vous détruisez votre travailleur, vous épuisez, vous détruisez votre dispositif, vous épuisez, vous détruisez votre tâche. Et c'est quand même vachement con. On va pas se mentir. Troisièmement, travailler avec les dispositifs suppose d'adopter leur rythme. Ainsi, on ne prend plus en compte le temps des gens, affirme Marielle avec colère. Les dispositifs imposent en effet une cadence qui leur est propre, uniforme, universelle. Leur temporalité ne coïncide que rarement avec celle de l'activité, et avec celle, fort diverse également, des femmes et des hommes tels qu'ils sont, à un moment donné de leur vie, de leur semaine, de leur journée. Godard, 2013. Régulièrement, comme c'est le cas pour les assistantes sociales interrogées, les systèmes d'information sont jugés trop lents. Les travailleurs sont alors contraints de caler leur activité à leur temps de réponse. Devoir attendre quelques secondes à chaque opération est vécu comme une pénibilité. Inversement, lorsque la cadence est trop élevée pour ce qu'il y a à faire, les travailleurs disent être comme incités à bâcler ou à torcher leur travail. Ils réduisent alors leur temps dédié à chaque tâche, y compris relationnel. Le sentiment dominant est alors le plus souvent mortifère, du fait de la dégradation de l'activité elle-même. Pour arriver à travailler plus vite, la pratique la plus souvent constatée chez les travailleurs consiste à se couper de certaines sensations. Ce sont celles qui pourtant permettraient de sentir les situations, les matériaux, les outils, les dossiers, les clients, les collègues, son propre corps, avec finesse et rapidité. Les travailleurs, pris dans cette accélération, disent que leur corps se blinde, se durcit. On fonce sans réfléchir. On répond sans prendre le temps d'écouter. On applique des procédures sans réfléchir. Et même, parfois, on devient des machines. Nous retrouvons ici des phénomènes observés dans des milieux ouvriers, Whale en 2002, des soignants, du Jarrier en 2002, des cadres, de jour en 98. Une suspension de la sensation et de la pensée, au profit d'une réponse mécanique, insensibilisée, sans histoire ni mémoire. Une activité précipitée, superficiellement élaborée, au point de se confondre parfois avec une simple routine, une exécution de la tâche. On abat le travail, plus qu'on ne le réalise. On n'a plus le temps de se parler, on est chacun sur ses dossiers, témoigne Marielle. Il est fréquent en effet que les dispositifs, pour viser une productivité accrue, réduisent le temps d'échange, que ce soit entre collègues, avec la hiérarchie, avec les clients. Ils permettent pourtant de débattre de ce qu'il faut faire et de la meilleure manière de le faire, en situation. Les interactions professionnelles sont aussi le creuset du récit collectif sur le sens du travail. Finalement, lorsque le dispositif impose une productivité telle qu'il n'est plus possible d'élaborer collectivement une réponse sensible, signifiante, le travail est vidé d'activité. Or, les cadences des dispositifs sont fréquemment trop lentes ou trop rapides, car standardisées pour des situations, des activités et des êtres humains qui ne le sont pas. Le décalage entre ces deux rythmes n'est pas nouveau, mais il continue d'être vécu comme une pénibilité. Il confère au travail un caractère inhumain, jugent certains. Nous retrouvons ici presque intacte la bataille du temps, identifiée par l'historien Edward P. Thompson en 2004, dans les débuts de l'ère industrielle. Enfin, un dernier processus vient réduire les conditions d'une socialisation heureuse au travail. Les dispositifs sélectionnent, quantifient, enregistrent dans les bases de données centralisées des mesures sélectives de l'activité de Julie. Ils sont utilisés pour comparer et pour finalement mettre en compétition les équipes. En outre, le plus régulièrement, les dispositifs de finalité individualisent la mesure du travail. Les objectifs, comme les traces de l'activité, le temps de travail productif, les erreurs, les scores, etc., sont nominatifs. Associés à des politiques dites de ressources humaines, ils peuvent servir de justification à la distribution de primes, aux décisions sur les carrières, à l'accès à des formations, à la mobilité, comme au processus d'exclusion. Les assistantes sociales analysent que dans ce contexte, les collègues sont moins des ressources que des concurrents, des gens à dépasser, voire à abattre. S'instaure alors un processus social de défiance. La comparaison, ça fait éclater les échanges. La confiance, la coopération entre professionnels, commente Yolande. La mise en compétition incite à saboter et à mépriser le travail des autres. Lazire, en 89. Elle peut devenir parfois une source d'angoisse, de haine, de peur, notamment chez les travailleurs qui ont le moins de ressources pour gagner.
Les malades chroniques, souvent ralentis, encombrés par leur traitement, sont particulièrement affectés. Un cadre de proximité explique. Avant, les collègues en difficulté étaient pris en charge par le collectif. Maintenant, avec la baisse des effectifs, ils sont pointés du doigt par l'équipe, parce qu'ils font baisser le résultat. Ils deviennent le maillon faible, à supprimer. Notons que le caractère délétère de la mise en compétition pour la santé a obtenu une reconnaissance juridique. En 2011, un syndicat des caisses d'épargne a saisi la justice pour une organisation du travail fondée sur le benchmarking. Le jugement du TGI de Lyon a condamné l'employeur. Le tribunal de grande instance, TGI. Le juge a établi que ce dispositif constitue en soi une atteinte à la dignité des personnes par sa dévalorisation permanente, utilisée pour créer une compétition ininterrompue entre salariés, un sentiment d'instabilité, une culpabilisation permanente, un sentiment de honte d'avoir privilégié la vente au détriment du conseil du client, une incitation pernicieuse à passer outre la réglementation pour faire du chiffre, une multiplication des risques physiques et mentaux constatés chez les salariés. Finalement, ces dispositifs de mise en compétition, par les nombres, la traçabilité, jouent contre la production de liens sociaux utiles et agréables au travail, notamment entre collègues. La complicité, la confiance, l'humour, l'entraide, la coopération, non seulement ne comptent pas, mais sont découragés, comme en témoignent ceux qui en ont fait l'expérience. En résumé, une première série de critiques, formulées par les travailleurs à propos du management par les dispositifs, porte sur les conditions de la vie dans l'activité. Lorsqu'elle est amputée de sa dimension politique, rigidifiée dans des scripts préconstruits, éloignée de la situation actuelle de ses péripéties, rendue pénible par le rythme imposé et pathogène par la mise en compétition, l'activité est littéralement en souffrance, comme nous en font part ces travailleurs. Ils disent alors, on se casse la tête contre les murs, on pète les plombs, on ne tiendra pas longtemps. La majorité des syndicats et des médecins de travail adoptent un discours similaire. D'après eux, cette situation dégrade les conditions nécessaires pour construire sa santé au travail. Ceux qui disent ne rien lâcher, qui tentent de poursuivre un travail de qualité contre les dispositifs, jugent qu'ils ne sont pas raisonnables. Nombreux sont ceux qui s'estiment alors être fous de continuer à travailler dans ces conditions. L'encadrement de l'activité par les dispositifs opérerait donc une dégradation de la valeur intrinsèque de l'activité, en tant qu'opérateur de sens et de santé. Alors ça c'est vachement intéressant parce que du coup ça vous montre bien non seulement la perte de sens, mais même tous les comportements inadaptés que ça enclenche. Un des trucs qui est très important évidemment quand vous êtes au travail, c'est que vous y passez un nombre quand même conséquent d'heures. Donc forcément ça fait partie de ce qu'on pourrait qualifier être votre vie au travail. Vous vivez au sein de votre travail, vous avez une vie au sein de cette activité. Et le fait est que justement par ce genre d'éléments qui vont casser votre sens du travail, qui vont casser votre vie au sein du monde du travail, et ben ça va quand même drastiquement poser problème parce que vous allez tout simplement avoir des comportements contre-productifs d'une part qui vont apparaître, évoluer, faire jour, on va dire tout simplement, mais au-delà de ça, ça va avoir des conséquences drastiques sur vous en tant que personne, des problèmes de santé mentale, santé physique. Ça va vous pousser à avoir des comportements qu'on pourrait qualifier d'incivilité en entreprise, de compétition qui vont être vraiment délétères et qui, encore une fois, vont avoir un impact concret et direct sur la productivité de votre structure de travail. Si à un moment donné, vous avez des gens qui sont en compétition, des travaux ont déjà montré, là c'était notamment, elle a cité un auteur qui était Lazire en 89, qui avait démontré qu'en fait, à partir du moment où on met de la compétitivité, où en fait on oppose les gens, ce qui se passe c'est qu'en fait assez rapidement vous avez des situations dans lesquelles les gens vont mettre des bâtons dans les roues aux autres, vont aller saboter le travail des autres. Et ça pose quand même problème si dans une structure de travail, admettons du coup une entreprise, puisque vous avez mis les gens en compétition pour soi-disant les rendre plus productifs, plus actifs, et donc d'avoir une meilleure performance, au final ils se mettent des gros coups de bâton dans les roues qui du coup font que votre activité périclite parce que vos propres employés vont saboter le travail de votre structure en allant saboter celle des autres employés de votre structure. C'est quand même extrêmement dramatique parce que, encore une fois, on tombe sur une contradiction absolue qui est que le sens même de pourquoi est-ce qu'on a mis en place ces formes de management désincarnées, ces processus, toutes ces données qui sont quantifiées, analysées, et à l'aune de quoi on va faire une évaluation sur vous en tant qu'individu, vous au sein de l'entreprise, vous par rapport aux autres, à quel point en fait ça n'amène qu'à une seule chose,
C'est non pas à l'efficacité, au contraire, c'est à l'inefficacité, amener ainsi littéralement à l'inverse de ce qui est censé être fait. C'est quand même d'une certaine ironie, je trouve. Des clients et des citoyens moins bien servis, la qualité vue d'en bas. Mais les dispositifs font l'objet d'un second type de critique, qui concerne cette fois la qualité de ce qui est produit. Pourtant, depuis les années 1980, les démarches dites de qualité se sont banalisées. Elles combinent des dispositifs de finalité, de procédés, d'enrôlement. Elles exigent d'atteindre des scores de qualité, sur des critères précis, en suivant scrupuleusement des procédures, des normes, des démarches, des règles de certification, au nom d'un impératif moral et économique de satisfaire le consommateur, régulièrement qualifié de roi. Qu'en est-il de la qualité de service perçue par ceux qui travaillent avec ces dispositifs ? Julie dit être la première concernée par la qualité du service. Les professionnels au contact des clients et des citoyens appellent régulièrement, comme elle, que ce sont d'abord eux qui essuient les colibés, les critiques, les attitudes agressives des consommateurs et des citoyens qui s'estiment mal servis. Ils sont, disent-ils, en première ligne. En outre, dans les métiers de service, la reconnaissance des usagers et des clients pour le travail réalisé contribue à donner du sens au travail. Faire de la qualité, à condition que ce ne soit pas à n'importe quel prix, est, d'après ces travailleurs, une inspiration évidente. Aussi, comme Julie, les travailleurs se disent régulièrement exaspérés et blessés par les discours managériaux qui parlent de les sensibiliser, de les former à la question de la qualité, alors qu'elle est le plus souvent au cœur de leurs préoccupations quotidiennes. Ce malentendu provient d'une différence de conception entre la qualité vue d'en haut, c'est-à-dire celle du plan, et celle de l'activité. Ils évaluent la qualité sur la durée des entretiens, mais moi je ne peux tout de même pas couper la parole à quelqu'un qui est en train de m'expliquer qu'il a un cancer. Pour faire leur qualité, il faudrait que je travaille mal et que je fasse du mal, analyse Dominique. La qualité, vue par celui qui fait le travail, c'est d'abord la pertinence de la réponse produite, dans son contexte. Or, ces dispositifs, nous l'avons vu, peuvent inciter à porter davantage l'attention sur la conformité au score, aux procédés qu'ils imposent. Il arrive alors régulièrement que pour satisfaire des indicateurs de qualité, il faille dégrader le service rendu. Nous pouvons illustrer ce processus par le témoignage suivant. Là-haut, ils veulent qu'on fasse 100% de qualité. Pour eux, la qualité, c'est des indicateurs et une certification. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le boulot en fait. Par exemple, ils mesurent le temps qu'on met à décrocher le téléphone. Alors, pour avoir un bon score, on a mis un répondeur qui se déclenche tout de suite. On répond plus, mais on a une super qualité d'après eux. Le fait est particulièrement saillant dans toutes les professions relationnelles, dans le public comme dans le privé. Les dispositifs imposent régulièrement, au nom de la productivité et de la qualité, de parler de manière standardisée, en lisant des scripts langagiers, téléopérateurs, guichetiers du service public et du privé, caissiers, commerciaux, personnels de santé, typiquement, doivent suivre des conversations préécrites. Les travailleurs, comme les consommateurs, jugent que la prestation ainsi produite est mauvaise, voire nuisible. Les professionnels expriment alors régulièrement un sentiment de honte, de culpabilité pour la médiocrité du service qu'ils rendent. Nombreux sont ceux qui tentent de produire leur qualité malgré tout, de déroger à un indicateur ou à une procédure, au risque de dégrader la qualité prescrite. Ils prennent plus de temps pour traiter correctement un cas, en espérant pouvoir se rattraper sur le suivant, tout simplement en prenant sur eux. La possibilité, fut-elle ponctuelle, de produire un service qu'ils jugent conforme à leur définition de la qualité, les fait tenir, explique-t-il. Mais ces inventions sont risquées pour eux et redoublent leur charge. Ils sont au sentiment de devoir cacher leur travail, car comme le dit Yolande avec conviction, finalement, faire son métier devient une forme de désobéissance. Ce constat clinique rejoint celui que dresse, à un niveau plus global, un rapport du médiateur de la République à propos de la qualité du service public perçu par les Français. Depuis la mise en place de la LOLF, elle se dégrade nettement, alors que les indicateurs de qualité instaurés par les ministères annoncent au contraire une amélioration. Les qualités, selon qu'elles sont perçues du point de vue de la gestion ou du point de vue de l'activité, diffèrent, lui lié en 2014. Or, la première semble être régulièrement dégradée au nom de la seconde, notamment lorsqu'elle incite à trier les bénéficiaires. Là, c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est qu'on voit bien qu'il y a un problème en fait, en étant justement aussi déconnecté, et c'est pour ça qu'on parle vraiment de management à distance, de management désincarné, en étant aussi loin de l'activité elle-même, ce qu'on va estimer être de la qualité n'est absolument pas la même chose que sur le terrain. C'est pour ça qu'un manager de proximité aura toujours des retours beaucoup plus pertinents.
Un manager de proximité va être avec les personnes qui font le travail. Il va voir la même définition qu'eux, ou plus facilement. Il aura peut-être également un retour au niveau de la direction, de définir la qualité également sur d'autres éléments, mais il aura conscience de ce qui va définir concrètement sur le terrain un travail bien fait. Là où quand vous êtes à distance, que vous n'avez pas de visuel direct sur l'activité, que vous ne pratiquez pas cette activité directe, vous pouvez être tenté d'évaluer cette activité sur l'aune de ce que vous voyez, de loin, de très loin, sans réaliser l'activité. Or, on l'a déjà montré tout à l'heure, l'activité, ce n'est pas que le travail prescrit, ce n'est pas que le résultat obtenu, c'est également tous les processus qu'il y a en cours dans le travail réel pour passer du premier au second. Et tout ça, ça n'est pas perceptible, ce n'est pas quantifiable, ou très difficilement, quand ça l'est, encore une fois, et ça l'est pas souvent, par notamment des directions qui sont extrêmement loin et qui ne regardent que en termes de chiffres, des tableurs, pour dire est-ce qu'il y a eu tant de rendez-vous, oui, non. Et c'est là où on tombe sur des choses qui sont totalement aberrantes, notamment dans le cas de, effectivement, le service public français, qui, depuis qu'il y a une loi qui a notamment remis à plat pas mal de fonctionnalités, qui a mis en place beaucoup de processus, en gros, tout simplement la mise en place de ces processus de gestion à distance, on a, du point de vue des outils et des scores récoltés par ces outils, des conditions qui sont censées s'améliorer, une qualité du travail qui est censée être améliorée, et c'est pour ça que vous avez des ministères qui s'enorgueillissent en disant « Mais oui, mais regardez, on n'a jamais été aussi bon, regardez ces résultats, ils sont incroyables », et ils vont être ainsi très dans l'emphase sur la qualité du travail produit par leurs différents ministères, par leurs différents services publics. Sauf qu'au-delà de ça, si vous allez écouter, par exemple, les travailleurs, si vous allez écouter, par exemple, les publics qui sont justement servis, par ces services publics, vous vous rendez compte que le discours est tout autre. Aussi bien les travailleurs, aussi bien les fonctionnaires, pour le cas des services publics, que les clients, que les usagers, vous disent au contraire que non, la qualité baisse. La qualité est de plus en plus médiocre. La qualité fait qu'il y a de la discrimination parce que certaines personnes sont mises de côté, ne peuvent pas bénéficier de certaines choses, qu'on tombe sur des aberrations totales parce que vous n'avez pas sur un élément particulier la correspondance parfaite avec le processus, vous n'aurez pas de prise en charge ou quoi que ce soit. Et comme, manque de bol, aucun processus n'a pris en compte votre situation exacte à vous, vous êtes en dehors des chiffres, vous êtes en dehors de tout, vous n'aurez pas d'aide, vous n'aurez rien, vous pourrez aller voir ailleurs si on y est. Donc on a vraiment une grosse perte de qualité, on va dire, qualitative, au détriment d'une qualité quantitative qui, elle, est en augmentation. Et ça pose hautement problème, parce que, encore une fois, non seulement vous avez un impact direct sur la qualité de l'activité en elle-même, sur la pertinence de faire telle ou telle activité, mais au-delà de ça, vous avez un impact direct sur les employés qui perdent sens au travail, on voit leur santé se dégrader et ainsi de suite, mais vous avez une perte aussi pour les usagers qui, puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier d'un bon suivi, d'un bon travail avec eux, voient leurs conditions, leur santé éventuellement être impactées aussi. Et derrière, on a un dernier cas, c'est que du coup la structure de travail totale, visuellement, toute la structure, par exemple tout le ministère de, de la santé, des finances, que vous voulez, bref, tout le service entier, tout ce corps de travail particulier va être justement vu comme de moins en moins bon, donc de moins en moins efficace, donc on va y mettre de moins en moins de moyens, il va avoir de moins en moins de bons résultats, donc à terme ça va amener qu'à une seule chose, à faire péricliter tout ça, et à voir la structure même de travail être non seulement mise en danger, mais même probablement péricliter et disparaître. Parce que le fait même d'avoir mis absolument l'avant sur les chiffres, et purement sur les chiffres, sur la quantité et non pas sur la qualité, fait qu'elle se porte elle-même préjudice et qu'elle n'entraîne qu'une seule chose, c'est un cercle vicieux dans lequel elle s'auto-mutile peu à peu de ce qui aurait pu être pourtant le fer de lance de son activité, qui aurait pu être toute la qualité, en notamment se renseignant et en écoutant les travailleurs ou les clients sur ce qu'ils attendent réellement, concrètement, comment réaliser la tâche. Et justement parce que ce sont des gens qui n'ont pas du tout cette motivation-là, qui n'ont pas du tout ce prisme-là de vision, qui ne définissent pas la qualité sur les mêmes choses, qu'on tombe sur ces différences et sur ces disparités, non seulement de langage d'une part, mais d'actes réalisés derrière, quoi. Yolande nous explique en effet un dilemme courant dans son métier directement lié à l'introduction de ces dispositifs. Lorsqu'elle s'occupe d'une personne en difficulté, cela peut prendre 5 minutes, comme 2 heures, selon le cas qui se présente. Les plus rapides permettent de faire du chiffre, alors que les autres, plus délicats, plus longs à accompagner, dégradent les résultats quantifiés. Elle est alors tentée, parfois, de s'occuper en priorité des premiers cas. Je me mets à sectionner les usagers, s'exclame-t-elle avec émotion. La sélection des clients et des usagers en fonction de leur rendement gestionnaire est connue.
dans le secteur hospitalier. Les médecins se disent incités, sinon contraints, à sectionner leurs patients. Baylor-Gay en 2010, Mass et Hall en 2011, puisque les dispositifs de financement les amènent à privilégier des patients et des maladies rentables. Dans le service public, les professionnels de front, au risque de déroger à la lettre et à l'esprit de la loi, qui exige un traitement non discriminant des citoyens servis. C'est alors une pratique problématique qui dégrade la qualité en étant à la fois illégale et vécue comme immorale. Ça aussi, c'est intéressant de montrer que justement, alors même que dans la prescription on te dit faut pas que tu fasses ça, au final la prescription, la forme même de la prescription pousse à faire ça, et donc notamment à rentrer dans des mécaniques où la personne qui réalise la tâche se sent mal d'avoir fait ce travail, elle a l'impression d'être une sombre merde, d'être immorale et ainsi de suite. La qualité est donc forcément dégradée, mais en plus elle se trouve du coup illégale, en dehors de la loi, tout en étant en contradiction avec la prescription, alors que tout ça, c'est fait à cause de la prescription. Parce qu'on vous a dit, faites ça comme ça entraîne ces trois éléments-là, dont, encore une fois, le non-sens absolu de ne pas respecter la prescription tout en respectant la prescription. Ah, ça n'a pas de sens, mais pourtant, et pourtant. Dans le service de Julie, la plus ancienne s'interroge également sur l'usage qui peut être fait des données qu'elles essayent quotidiennement sur les citoyens qui se présentent, sans les en informer systématiquement. Cette pratique heurte de plein fouet l'éthique du métier d'assistante sociale, contrainte au secret professionnel. Les cadres des services centraux affirment que ces données sont anonymes. Pourtant, les assistantes sociales constatent que les secrétaires et les employés du service informatique, comme la direction, peuvent consulter ces fichiers. Julie découvre qu'elle a accès à des données qu'elle considère ne pas avoir à connaître. Elle a même trouvé des fiches imprimées à l'entrée, sur la banque d'accueil, offertes au regard de tous. Elle observe que les usagers du service social deviennent méfiants à cet égard, entamant la confiance qu'elle s'emploie pourtant à construire quotidiennement avec eux, pour arriver à faire un travail de qualité. Le débat entre assistantes sociales à ce sujet évoque le possible flicage par le fichage. La méfiance est telle que certains refusent de saisir ces renseignements. Moi, je continue à prendre les notes sur un cahier à part, où je garde des informations utiles pour suivre le dossier des gens qui viennent au service social. L'État n'a pas à conserver ces informations à mon avis. Par exemple, pourquoi est-ce que je mettrais dans l'ordinateur que Gérard est homosexuel ? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette information ? Explique Dominique. Ce problème se retrouve dans les services publics, comme dans les entreprises privées. Les consommateurs sont en effet de plus en plus tracés par des dispositifs informatiques, notamment sur le web 2.0, mais sont aussi filmés par des caméras géolocalisées par leurs appels, sans qu'ils en soient toujours clairement informés. De leur point de vue, comme de celui des travailleurs, ces pratiques de traçage individuel vont à rebours de la qualité de ces services. Celle-ci leur paraît encore plus dégradée lorsque les dispositifs mettent les consommateurs au travail sous la forme cette fois de l'autoproduction dirigée du Jarrier en 2014. Avant, on servait les clients. Maintenant, c'est eux qui font notre boulot. Nous, on les aide et on les surveille. Et après, ils viennent nous parler de qualité de service ? On est mort de rire, si je puis dire. Explique un agent du métro parisien. Assis derrière une vitre, il n'a plus le droit de vendre de titres de transport, même en cas d'affluence ou lorsqu'on l'en supplie. Les situations sont de plus en plus nombreuses dans lesquelles les professionnels, dans les banques, les aérogares, les supermarchés, les bureaux de poste, sont ainsi empêchés de servir ceux dont on dit pourtant qu'ils doivent être totalement satisfaits. Enfin, le travail d'organisation que doivent réaliser les consommateurs pour sortir des contradictions dans lesquelles le marketing les plonge est également pointé comme un facteur de détérioration du service rendu. Les situations sont innombrables où le client, loin d'être traité comme un roi, doit déployer des efforts parfois impressionnants pour consommer en respectant ses valeurs éthiques et écologiques, ou simplement pour acheter les meilleurs rapports qualité-prix. Les consommateurs, comme le travailleur qui les voit se débattre ainsi, y voient surtout une dégradation de la qualité du service. En résumé, la qualité vue d'en bas ne serait pas au rendez-vous. Nous pourrions alors dire que la valeur d'usage ainsi produite ne compense pas la dégradation de la valeur intrinsèque du travail, cette situation ne semblant en profiter ni aux travailleurs ni aux consommateurs. Est-elle alors au moins favorable à ceux qui portent le projet de la performance économique ? Une performance questionnée à hauteur d'activité. Les dispositifs sont mis en place au nom de la performance. Il est alors intéressant de savoir si celle-ci est atteinte. Il ne s'agit pas ici de réaliser un calcul économique avec ma propre définition de la performance, plutôt de rendre compte des interprétations sociales à ce sujet. Lorsqu'on écoute les travailleurs, ils signalent que la performance vue d'en bas s'écarte ici, encore régulièrement, de la performance quantitative, gestionnaire, vue d'avion.
Il signale en outre de nombreux processus de contre-performance liés au dispositif. Ce hiatus rappelle que la performance est inévitablement une question de point de vue et de critères, qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Melnick et Guillemot en 2010. Dans le privé, le capitalisme financier des années 2010 tente d'imposer une définition de la performance, la shareholder value, la création de valeur financière pour l'actionnaire. Flickstein en 90, Boussard en 2013b. Pourtant, elle est ici avant tout une question de point de vue, une choix de critères, de temporalité. Ainsi, une entreprise performante à court terme du point de vue de bourse pourra être jugée peu performante à long terme ou contre-performante sur d'autres critères, industriels, écologiques, sociaux, etc. La performance est donc discutable, y compris dans sa mesure, comme l'illustre cette situation. Julie a reçu un monsieur qui devait faire face à des difficultés d'emploi, de logement et de santé. Pour lui comme pour elle, il ne s'agit pas de problèmes simplement additionnés comme dans les statistiques. Ces problèmes entretiennent, dans la vraie vie, un rapport dynamique, explique-t-elle. Pour appréhender globalement cette situation, il a fallu 1h30. C'est l'intervention non prévue, non mesurée, non quantifiée d'une collègue qui a permis de dénouer le cas avec agilité. Les indicateurs officiels indiquent alors une mauvaise performance. Pour Julie, pourtant, c'était du beau travail sur un cas compliqué. La mesure de la performance par un dispositif rendrait donc mal compte de la définition de la performance telle qu'elle est constatée au quotidien. Les membres de l'équipe espéraient au début obtenir de la reconnaissance grâce au système de mesure quantitative du travail, mais elles réalisent qu'il est en fait maladroit à rendre compte de leur travail. Par exemple, parmi les items que les assistantes sociales peuvent cocher, on trouve celui qui s'intitule « Écoute ». En l'évoquant, elle rit jaune. L'écoute, pour elle, c'est pas un item comme les autres, c'est LE métier. Elles y voient un paradoxe, et finalement une méconnaissance profonde de leur activité. En outre, les autres items ne rendent pas compte de la charge et de la difficulté du travail. Ainsi, quand elles cochent problématiques liées à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, ça peut être parce que la procédure est lente, et là, il n'y a rien à faire qu'à dire à l'usager d'attendre, ou au contraire pour monter un dossier, et là par contre c'est un énorme boulot. La difficulté de s'accorder sur la performance provient de ce que les dispositifs tentent de mesurer, et d'orienter une activité complexe, multiforme, changeante, au moyen de quelques indicateurs simples, univoques, stables. Les travailleurs constatent qu'ils négligent de compter, et donc de prendre en compte certaines dimensions qui pourtant peuvent être fondamentales pour la qualité et la performance de l'organisation, comme notamment la formation individuelle et collective. La construction d'histoires partagées, les savoirs tacites, implicites, comme allant de soi, les routines collectives, ne sont pas comptés dans les performances, alors que d'après l'expérience, ils y contribuent de manière évidente. La confiance entre les collègues, avec la hiérarchie, avec les clients, les fournisseurs, les partenaires, est également aussi importante dans l'activité qu'elle est absente de la performance mesurée par ces dispositifs. D'après les travailleurs, le déni de ces dimensions invisibles de la performance a une contrepartie coûteuse, puisqu'il faut alors se couvrir, tout écrire, justifier chaque geste, sans pouvoir compter sur ce qui ne se compte pas. C'est vraiment pas efficace leur bureaucratie, résume Julie. Elle fait également le constat qu'elle est onéreuse à mettre en place et à entretenir. Les assistantes sociales constatent en effet que remplir des tableaux de chiffres par voie informatique prend un temps considérable, entre 2 et 4 jours par mois, selon elle. Marielle signale qu'elles ont dû embaucher 4 contractuels pour saisir les dossiers. Si on remplit les tableaux, on est obligé de recevoir moins de gens et d'expédier plus rapidement, observe pour sa part Dominique. Leur contribution au management par la performance quantifiée diminue donc sensiblement leur productivité. Plus on fait de statistiques, pour prouver qu'on voit beaucoup de gens, moins on voit de gens, analyse Julie. De plus, mettre en place et maintenir ces dispositifs mobilise de nombreuses personnes et des heures de travail. Il faut des travailleurs pour les concevoir, puis pour les mettre en œuvre, les former, les communiquer, etc. Comme pour les justifier. Il faut mobiliser et payer des spécialistes de la conduite du changement, des contrôleurs de gestion, des informaticiens, des consultants, des auditeurs, des formateurs, des prestataires, des certificateurs privés. Leur temps de travail s'ajoute à celui que les cadres de proximité passent dans les réunions consacrées à ces dispositifs, ou à réaliser des tableaux de bord, des rapports annuels, des fiches d'activité. Ce temps est volé à celui de la production elle-même, explique-t-il unanimement. Ainsi, le temps consacré à l'entretien des dispositifs eux-mêmes, donc pris sur le temps du travail productif, peut être estimé à au moins 5% pour les opérationnels, au moins 50% pour les cadres de proximité, près de 90% dans les sièges sociaux. Ces dispositifs coûtent donc cher à acheter, à mettre en place, à entretenir, à alimenter, à réguler,
même si ce coût-là, lui, n'est pas calculé. À ce coût direct s'ajoute celui que génère le travail supplémentaire, qu'il faut déployer pour fabriquer de bons chiffres. Il y a toujours un moyen de donner aux services centraux le chiffre qu'ils espèrent, dit Julie. Mais, ajoute-t-elle immédiatement, ça prend du temps. Ce temps est pris sur le boulot lui-même. Au temps de saisie s'ajoute donc celui de la fabrication de chiffres conformes, puisqu'ils doivent être excellents et meilleurs que les autres pour maintenir le crédit symbolique et financier de l'équipe. Julie consacre du temps, du travail à les arranger. Bricolage, ripollinage, verdissement, replâtrage, raccommodage, trucage, chanstick, etc. Les termes peuvent varier d'un milieu de travail à un autre, mais ils indiquent tous qu'il s'agit d'être plus malin que les dispositifs, en fabriquant les signes d'excellence qu'ils exigent. Cet arrangement se fait parfois à la demande de l'encadrement de proximité, ou avec son accord tacite. Ces dérives formelles pour se couvrir, Oud en 91, sont nombreuses et les ficelles sont communes aux différents milieux du travail. Jouer sur le temps, sur l'espace dans l'imputation des coûts et des revenus. Casser, changer les règles de comptage pour invalider les comparaisons. Gonfler un chiffre artificiellement. Cacher les problèmes ou les reporter. Cette pratique de simulation de critères de gestion et de dissimulation du réel, du Jarrier en 2005, sont vécues comme une tâche à réaliser en plus du travail productif, ce qui a pour effet d'en dégrader la productivité et donc la performance. Les travailleurs observent ainsi que le pilotage par de nombres, piloté d'une mise en compétition, doublé d'une mise en compétition, favorise l'émergence d'un zèle quantitatif. En effet, ceux qui se voient menacés de perdre leur crédit symbolique ou leur emploi, qui sont furieux d'être ainsi encadrés, tout simplement qui se prennent au jeu de la comparaison, peuvent déployer des stratégies spectaculairement contre-productives. Les récits de travailleurs signalant leur abondance et leur diversité, saboter le reporting des autres, créer des situations dégradées, des urgences susceptibles de favoriser ses propres chiffres, le syndrome du pompier pyromane, trafiquer des dispositifs, un système d'information par exemple, agresser directement les compétiteurs, pratiquer la stratégie de la terre brûlée pour optimiser un score à court terme. Et coucou Abim, j'aime l'idée du petit déjeuner à 16h. Alors oui, en même temps ça fait 7h qu'on est en live. C'est vrai que techniquement on pourrait changer le titre. Il est vrai. Comment vas-tu Abim? J'espère que tu vas bien. On est en plein live de sciences sociales. On est sur le management des incarnés. On va dire on prend le goûter. Voilà, tiens, c'est bien le goûter. Voilà, c'est mieux, c'est plus adapté. Donc du coup on est en train de parler de sciences sociales, plus précisément donc du management des incarnés. Là ce qui est vachement intéressant justement sur ce qu'ils disent, c'est que bon, au-delà de tous les problèmes que je vous ai déjà repris, réexpliqué en plus du livre en lui-même, ils mettent en avant aussi un truc qui est rigolo, c'est que vous avez un coût. Vous avez un coût pour tous ces outils de management à distance qui se mettent en place, qui se créent, qui ont un poids conséquent. Et donc ce coût, il peut être notamment financier, mais il peut être tout simplement aussi temporel. Il peut être en termes d'organisation, en termes de tâches, en termes de cognition tout simplement. Donc en fait, c'est là où c'est assez amusant, c'est que ces dispositifs qui sont là pour quantifier votre activité, finalement, ne sont pas quantifiés eux. Ces dispositifs qui sont extrêmement lourds pour tout quantifier, ne se quantifient pas eux-mêmes. C'est quand même assez comique. Et donc, ça rajoute un poids conséquent, que ce soit encore une fois en termes monétaires comme en termes de temps, de moyens, qui vont peser encore en plus sur l'activité de la structure de travail. Et ça, c'est quand même incroyable. Ça va, merci, et toi? Eh bien moi ça va bien, un petit peu fatigué parce que c'est vrai que ça fait 7 heures quoi, donc je commence à fatiguer un petit peu. Je pense qu'on va pas forcément s'arrêter dans 10 ans. Mais le bouquin est très intéressant. Madame Dujarrier est vraiment une chercheuse qui a bien travaillé son sujet et qui a plutôt bien écrit son bouquin. Je trouve que c'est déjà plutôt pas mal vulgarisé. Du coup, c'est assez agréable à lire. C'est assez agréable à lire pour le coup. Bon, on s'énerve beaucoup sur les questions qu'elle évoque, hein, parce que forcément, elle remue de la merde. Hein, donc forcément, quand tu remues de la merde, c'est de la merde. Je n'aime pas beaucoup le management à distance, étonnamment. A priori, elle pas trop non plus. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Pour le coup, c'est vraiment très très intéressant comme livre. Je me permets de continuer la lecture. Pour réduire la contrainte qu'imposent ces dispositifs, d'autres décident à l'inverse de saisir des informations lacunaires ou approximatives. Dominique explique cela. Moi, je coche accompagnement ponctuel, même pour des gens que je suis dans le long terme. De toutes les façons, personne ne vient vérifier. De même, un infirmier dans une clinique nous explique qu'il doit coder ses patients. D'après lui et ses collègues, cette demande est problématique, car les critères prévus dans ces dispositifs recouvrent mal la situation réelle, et que cela prend trop de temps. Alors, notre chef nous a dit, ne vous emmerdez pas avec la codification,
mettez tous F99. C'est ce qu'on fait. F99, ça veut dire autre. Au final, les dispositifs quantitatifs incitent les travailleurs à consacrer du temps à produire des chiffres régulièrement faux et donc inutilisables. Vous imaginez tous ces dispositifs qui donc impactent très négativement l'activité à plus d'un niveau, encore une fois je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais qui impactent très négativement l'activité de travail à plein de niveaux, qui du coup ne sont pas quantifiés alors qu'ils viennent rajouter des coûts et compagnie alors qu'ils sont censés les diminuer, patati patata. En plus de ça, ces dispositifs poussent surtout à fournir de mauvais chiffres, à fournir des chiffres faux. Et donc du coup, puisque ces chiffres sont faux, ou assez régulièrement faux, trafiqués à plus ou moins haut niveau, dans les différentes institutions qui les utilisent, ben devinez quoi? Vu qu'on stipule et qu'on met en place l'activité et les recommandations d'activité, et donc l'évolution de l'entreprise en fonction de ces chiffres, qui du coup sont faux, et ben ça nous pousse à aller encore plus droit dans le mur. Bah oui, parce que tu as une entreprise, tu prends ton entreprise X, ton outil déjà il rajoute plus de poids, donc tu es moins efficace, c'est con. Ça te coûte plus cher, donc tu es moins efficace, c'est con. En plus de ça, tu mesures pas la bonne chose, donc c'est con, tu es moins efficace, encore. Et bah du coup tu vas prendre des décisions parce que tu te dis, mon Dieu, je vois que les chiffres sont très bons, ils sont bien, hein, ça remonte, les données quantitatives, c'est incroyable, c'est parfait, mais je vois que l'entreprise est moins compétitive, elle marche moins bien, c'est pas bien, c'est ouf. Bon bah il va falloir réutiliser ces quantités, toutes ces données qu'on a en quantité, il va falloir les réutiliser pour mieux définir notre politique. Oui mais ces chiffres sont faux. Oui mais du coup on a défini notre stratégie par rapport à eux. Donc du coup vous avez défini une stratégie qui n'est pas bonne, qui ne répond pas au réel, qui ne répond pas à la réelle demande du terrain. Donc du coup vous pouvez être encore moins efficace. C'est dommage. C'est quand même dommage. Les assistantes sociales analysent ensuite que, pour faire du chiffre, il faudrait arrêter d'écouter ceux qui viennent les voir. Elles devraient se transformer en guichet de prestations administratives. Ça coûterait sans doute plus cher. Ça aiderait moins la personne, mais au moins on pourrait afficher une productivité record, commente-t-elle. Elle suggère donc qu'il faudrait entamer la performance pour améliorer les chiffres. Un des promoteurs du management par les objectifs connaissait ce processus. Il racontait déjà que les directeurs, évalués sur un ratio de retour sur investissement, se mirent non pas à améliorer la rentabilité, mais à réduire les investissements pour améliorer leur ratio, ce qui était évidemment contre-productif. Léa, employée dans le service recouvrement d'une multinationale de l'agroalimentaire, fait sensiblement la même chose. Elle nous dit qu'en fin de mois, lorsqu'elle sent qu'elle ne va pas atteindre son quota de dossiers traités, elle accélère au point de faire des actes coûteux pour l'entreprise. Moins de vérification, double remboursement, pas de relance de débiteurs, abandon des dossiers à fort montant, etc. pour que le tableau de bord mesurant son activité fasse bonne figure. Les tâches les plus rapides et mesurables tendent à être privilégiées pour améliorer la performance faciale. Quels que soient les milieux de travail, nous rencontrons ainsi régulièrement, et parfois avec une ampleur étonnante, ce processus de dégradation de la performance réelle pour, paradoxalement, atteindre des objectifs de performance formels. Coucou Tendu, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien aujourd'hui. On est en plein live de sciences sociales sur le management désincarné par Dujarrier. Ces arrangements silencieux avec l'activité et sa mesure ne sont généralement pas vécus sur un mode joyeux, surtout lorsqu'ils nuisent aux clients et aux citoyens. C'est un surtravail, un encombrement, qui dégoûte, disent les travailleurs. C'est une concession faite à la satisfaction de bien faire, aux règles de métier, au sens du travail. Les travailleurs ont ainsi le sentiment, dans ce cas, d'être reconnus par les gestionnaires pour de mauvaises raisons. On fait du chiffre, mais on n'est pas fier, résume bien Yolande. Le rapport subjectif au travail, dans ce cas, est alors pénible, vécu comme une injonction à mal travailler. Cela arrive également avec le processus dit de cercle vicieux. Les assistantes sociales doivent faire un entretien toutes les 30 minutes. Cette cadence correspond rarement au temps utile pour bien traiter la demande d'un citoyen. Lorsqu'elles appliquent strictement la norme, certains cas sont traités trop rapidement, c'est-à-dire superficiellement. Alors explique Dominique, ils reviennent le lendemain, et il faut tout reprendre. C'est également observé aux urgences des hôpitaux soumis à des quotas de performance, bel orgueil en 2010. Dans l'industrie, ce processus de contre-performance est également bien connu. La maintenance trop rapide d'un équipement, par exemple, crée des pannes qui sont bien plus coûteuses que ce qu'aurait coûté un entretien moins performant en apparence.
Les cercles vicieux concernent plus généralement les tâches qu'il a fallu expédier pour restaurer des normes de performance imposées et qu'il faut reprendre ensuite. Ce que certains désignent par du quick and dirty ou vite fait, mal fait. Tous les types de tâches sont en jeu. La saisie informatique, il y a tellement d'erreurs qu'il est plus rapide de tout reprendre. Le rangement des outils, des dossiers, on n'a pas le temps d'archiver, alors on perd à chaque fois qu'il faut rechercher une information. La formation, on ne se forme plus pour gagner du temps, alors on en perd en tâtonnant. Comme ce qui concerne le traitement des dossiers. Si on traitait correctement les dossiers, on éviterait qu'ils arrivent en contentieux. Dans l'expérience quotidienne des travailleurs, ces processus qui obligent à rapporter le problème plus tard ou ailleurs, au nom de la performance, sont interprétés comme étant particulièrement contre-performants. L'écart entre la vue du plan et celle de l'activité est parfois tel qu'il devient difficile de savoir à quoi s'en tenir. Ça va, j'ai fini de bosser à 2h du mat et je me suis remis à 11h, j'arrête pas avant 11h ce soir, tout va bien, le boulot qui me donne rien pendant une semaine et qui d'un coup faut tout faire au plus vite. Et après on me dit on t'a payé à rien faire la semaine dernière, tu crois pas qu'on va te payer des heures sup cette semaine? Ah bah c'est sympa. Cette nuit pile quand je vais me coucher, je reçois un message d'un ami très proche, son père a pas survécu à une chirurgie du cœur, du coup j'ai peu dormi. Ah mon dieu, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, bah j'espère que tu vas aller un peu mieux dans les jours qui suivent, que ça va s'arranger. Au moins émotionnellement parlant, que tu arriveras à digérer ça, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très agréable, parce que même si tu ne connaissais pas forcément le père, ben, c'est un ami proche et que forcément lui il est impacté et tu as forcément de l'empathie pour lui. Donc je suis vraiment désolé pour toi, j'espère que ça va aller un peu mieux. Encore une fois, dans les jours qui passent, si ça va mieux, c'est mieux, c'est le principe d'aller mieux. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Ici, on a tendance à s'énerver un petit peu aujourd'hui. Hein. Je préviens, on est chaud patate. Hein. Aujourd'hui, on parle de management, de sens du travail. Donc c'est un peu vif. Hein. Voilà, c'est un petit peu vif. Comment savoir, en effet, ce qu'il en est de la situation concrète, compte tenu de tous ces arrangements avec les chiffres et la situation? Les assistantes sociales notent qu'il y a des erreurs involontaires dans les données qui remontent aux services centraux, des chiffres erronés, des lignes décalées, etc. Elles ne sont pas uniquement dues aux aléas de la saisie, mais également à l'obligation de remplir des champs pour lesquels les informations ne sont pas connues, afin de satisfaire aux exigences techniques du dispositif. Si on n'a pas la date de naissance, il faut mettre 1er janvier 1900, ce qui fait qu'on a de plus en plus qui ont 114 ans, soit 10 ans. En outre, comme on tord les chiffres, on ne sait plus ce qui se passe réellement, commente un cadre de proximité. Autrement dit, la représentation chiffrée que les dispositifs livrent de la situation de l'activité leur semble trompeuse. De plus, l'approche quantitative analytique crée une sorte d'aveuglement par le détail. Vue de haut, l'information est prolifique, détaillée, apparemment précise. Mais plus personne ne voit l'ensemble de manière dynamique. Julie remarque que ces chiffres sont inutilisables, et pourtant, ils sont utilisés. Les dispositifs peuvent ainsi devenir des machines à produire des bilans d'activité, des indicateurs de performance, des procédures standardisées, dont la cohérence n'est que de façade. L'écart entre les chiffres déclarés et ce que les professionnels de terrain en savent peut conduire à ce qu'ils perdent leurs repères. Oui voilà, plein de love sur Tendu, plein de love, plein de petits cœurs. Oui, je sais pas si t'étais là Tendu, on a des nouvelles emotes qui sont enfin apparues, ça y est. On a Zonia qui est en train de travailler dessus. Et elle fait comme elle peut, hein, parce qu'évidemment elle a déménagé, tout ça, donc ça prend du temps de pouvoir un peu se remettre en activité. Mais il y a les temps d'activité pour le coup. Ça y est. Donc du coup on a des petites emotes mignonnes. Elles sont pas encore toutes remplacées, mais ça va venir, ça va venir. Je les ai vues hier. Bah oui, parfait. Mais c'est trop cool, je suis trop content, je suis trop content. Elles sont trop bien. J'en étais ici. Les dirigeants, comme les contrôleurs de gestion, disent savoir que les chiffres qui remontent sont arrangés, trafiqués. En aucun cas, ils ne sont dupes, insiste-t-il. De même, le rapport du médiateur de la République, précité, relève une distorsion de plus en plus marquée entre la réalité vécue par les administrés et le reflet qu'en donnent les multiples indicateurs dont disposent les services de l'État. De Levoy, OP cite. Citation de quoi? Ça doit être une précédente citation. Dans une multinationale de transport, lors d'un échange de pratiques, un cadre supérieur observe le même processus. Le reporting, c'est avec les petits bonhommes verts qui sourient, ou des rouges qui sont tristes selon les résultats obtenus. On fait des réunions de tristes pour savoir comment changer la forme de la bouche du smiley. Mais on parle pas du travail. C'est un grand exercice de simulation, il faut ripolliner son tableau de bord. Moi, quand je vois un reporting où tout est vert, je sais que ça ne va pas, que c'est pas vrai. Tout le monde sait qu'on simule. Bref, à la fin, on récompense les meilleurs tricheurs.
La connaissance partagée de ce décrochage entre le reporting et la situation vécue produit un sentiment de vulnérabilité organisationnelle, parfois anxiogène. Se pose à la question de l'utilité des chiffres. En fait, quel que soit le chiffre fait par l'équipe, on n'aura pas le poste. Les chiffres qu'on fait remonter, ça sert à rationaliser des décisions qui sont prises ailleurs. Ça permet surtout à quelques énarques de faire des PowerPoint. Mais c'est tout. Le point de vue de Julie sur le lien entre la quantification et les décisions, étonnamment, est le même que celui de ce jeune polytechnicien travaillant en banque d'affaires. D'après lui, les calculs complexes qu'il réalise ne servent pas à déterminer le prix de l'entreprise à vendre, mais à le rationaliser, à le justifier. C'est également le constat de ce consultant qui passe ses journées à faire des calculs sophistiqués. Il nous paye pour être un alibi à des décisions qui sont déjà prises. Là, je sens un gros écho envers moi-même. On joue ce jeu-là. Si on leur ramène des éléments de problème, ils veulent pas l'entendre. On leur sert en fait à travailler des messages de justification. Écoutons ce qu'en disent ceux à qui sont adressés ces chiffres. Des responsables RH par exemple. Lors d'un échange de pratiques entre eux à propos de l'évaluation quantifiée des salariés, ils s'accordent pour dire qu'elle est inutilisable. Les objectifs fixés sont jugés trop partiels, trop nombreux, ne peuvent pas rendre compte de la qualité du travail. On peut donner un objectif quantitatif à un jardinier avec un nombre de fleurs à planter, mais ce qui compte également, c'est la qualité, l'originalité de son parterre, ainsi que la relation qu'il entretient avec le public, explique le responsable des ressources humaines d'une collectivité locale. Il analyse ainsi que les chiffres qui remontent sont souvent contradictoires, loin de la réalité des tâches effectuées. Par exemple, on informatise des services alors que bien des agents sont illettrés. Pourtant, on a 100% de réussite déclarée, raconte cet autre DRH. Ils arguent aussi que dans de nombreuses situations, les bons résultats sont invisibles. Prenez son exemple, un RRH explique que son travail consiste aussi à produire du non-conflit. Imperceptible, ce résultat demande pourtant un travail considérable et non quantifiable. Surtout quand ces RRH rejoignent les autres salariés, pour dire que de nombreux objectifs ne dépendent pas du travailleur mais de son encadrement, du client, du contexte, de la coopération dans l'équipe, ou tout simplement du hasard. En revanche, l'évaluation quantitative servira, s'accorde-t-il à le dire, pour justifier des décisions touchant aux carrières, aux mobilités, au licenciement. Quand on a besoin de virer quelqu'un, là, oui, on ressort son dossier d'évaluation, pour trouver des arguments, conclut l'un d'eux. D'après eux, le montant des primes à distribuer, le nombre de personnes à embaucher ou à licencier est décidé dans des instances de direction. Il s'agit alors de demander au manager de faire en sorte que les notations coïncident avec ses plans stratégiques, en fixant à l'avance le pourcentage des très bons et de mauvais à atteindre dans les évaluations. Dans tous les cas, ces quantifications serviraient donc moins à prendre des décisions et à reconnaître les mérites qu'à justifier des décisions. Elle est utilisée pour raconter des histoires crédibles. Il s'agit de compter pour mieux compter. Je vais y aller faire une sieste. Et des bisous Castingmat, merci d'avoir été là, j'espère que tu as passé un bon moment et que tu as trouvé ce live intéressant. Si tu es curieux de voir d'autres des lives de sciences sociales, n'hésite pas à aller voir notamment la chaîne YouTube, il y a plusieurs rediffusions qui sont déjà disposées, et je les émettrai tout au fur et à mesure qu'on fera nos lives de lecture de sciences sociales. Et je te remercie énormément pour tous les bits que tu as donnés, notamment tout à l'heure. C'était vraiment très gentil et très généreux, donc merci énormément. Merci énormément. Et bonne sieste à toi, repose-toi bien. Alors, faut-il ou non saisir les informations et les chiffres, se demandent les assistantes sociales de l'équipe de Julie, dans un échange assez tendu entre elles. Julie ne croit pas que l'attribution des postes soit liée aux chiffres qu'elle transmet, mais elle perçoit un risque de division. Merci énormément, la goupille. Présent, il a dit tendu. Y a pas eu de bip bip. Il est parti. Bah oui, il est parti. Il est parti. Et du coup, il a pris un point de dégâts et il ne peut même pas se défendre. Voilà, il peut même pas se défendre alors que tu lui as enlevé un petit point de vie, le pauvre. Julie ne croit pas que l'attribution des postes soit liée aux chiffres qu'elle transmette, mais elle perçoit un risque de division et de conflit au sein de l'équipe si elle refuse de saisir les chiffres. Alors, dit-elle, c'est par solidarité qu'elle fait le choix, la mort dans l'âme, de remplir les tableaux. Un jour, elle n'a pas pu s'occuper du relogement d'une famille. Pour avoir passé l'après-midi à rentrer des statistiques, elle dit qu'elle en a pleuré. Pour elle, c'est normal de rendre compte, mais c'est différent de rendre des comptes. Elle se dit alors démotivée par ce système. Ils veulent me dégoûter de travailler ou quoi ? S'interroge Julie. Comme de nombreux autres travailleurs dans cette situation, elle trouve que cet encadrement du travail
le rend repoussant. La contre-performance organisationnelle favorise en effet un retrait du travail. En outre, le management par les nombres établit un lien entre chiffres et comportements, entre résultats et mérites. Or, lorsque cette équivalence n'est pas vérifiée dans l'expérience, un sentiment d'injustice et de colère domine l'expérience du travail. La démotivation s'accroît également chaque fois que la mesure résume la motivation à un calcul étroitement utilitariste et qu'elle dévalue, ce faisant, les autres motifs de s'investir dans son travail. L'intérêt intrinsèque de l'activité, la confiance en la hiérarchie, le souci du bien commun sont parmi les plus cités. Le discours économiciste, qui traite le travail comme un ratio mesurable, devient alors désincitatif des comportements liés aux autres dimensions. Beauvalet en 2009. Dans ce cas, les comportements opportunistes croissent, en même temps que le coût du reporting et du contrôle. Oud en 91. L'ampleur de la motivation n'est pas mesurée. Son coût est indirect, il est caché. Absentéisme, freinage, grève, etc. Elle est pourtant vécue comme bien réelle par ceux qui expérimentent ces processus. Ils peinent à comprendre pourquoi leur employeur dépense autant d'argent, autant d'ingéniosité pour les décourager de travailler. Dans une même logique, ils interrogent les effets de l'agitation managériale chronique menée au nom de la performance. Faut tuer Castigmat maintenant. Ah bah vous avez 5199 PV à tuer quand même, ça en fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup de bits, mine de rien. Bon après, bon y a pas de souci, vous voulez donner des bits, je prends, aucun problème. Aucun problème. Et puis du coup ça fera un nouveau boss qui a encore plus de PV. Prenez-le en compte. Je vous rappelle que le fonctionnement du boss, c'est que celui qui tue, c'est celui qui devient le nouveau boss. Ça veut dire donc après, on va vous taper vous. Là, on est en train de taper 4 stigmates, à chaque fois que vous donnez des bits, à chaque fois que vous faites un sub, que vous offrez des subs, tout ça, vous tapez 4 stigmates, mais celui qui arrive à le tuer, attention, attention, il va prendre des coups après, il va se faire attaquer par le chat, c'est quand même un peu violent. C'est un très gros débat, l'utilisation de la monnaie alternative. Oui. Oui, mon chat. J'ai mon chat qui me fait des miou-miou. Ce que je trouve vachement intéressant dans ce qu'il dit aussi là dans le texte, je fais une petite aparté, c'est que au-delà du coût que vont coûter, donc encore une fois en termes d'argent, en termes de coût social, en termes de coût humain, la mise en place de ces processus, de ces procédés de quantification, d'utilitarisme des données, ainsi de suite, tous ces aspects-là, quoi. Au-delà de ça, il y a un autre coût qui vient se rajouter en conséquence de ça. C'est justement ce qui n'est pas vu comme les absentéismes, c'est les grèves, c'est le travail qui va être justement réduit sciemment parce que les gens vont se désinvestir, vont sortir de leur intérêt du travail parce qu'ils y trouveront plus de sens, parce qu'ils y trouveront plus d'intérêt. Et c'est là où justement on ne quantifie pas ça alors que pourtant ça a une importance cruciale. Ça a une importance cruciale. Et ça vient rajouter encore un énième coût. Alors qu'encore une fois, ce sont des processus, des procédés qui sont censés réduire les coûts. Au final, on se rend compte qu'à toutes les étapes, ça ne fait que augmenter l'inefficacité, ça ne fait qu'augmenter le coût à plus d'un niveau. C'est quand même incroyable. Plus tu creuses et plus tu te rends compte que c'est vraiment une merde. On est toujours en train de tout changer. On se demande quand est-ce qu'ils vont enfin nous laisser travailler, commente Yolande. Ici, il y a eu 2 réorganisations par an. Des fusions, des services, des organigrammes, des projets nouveaux. Ça ne change pas le boulot du quotidien. C'est que ce que ça change, c'est la motivation, les carrières, les jeux de pouvoir. En fait, ça crée du boulot en plus, pour rien, dit en écho une professionnelle de la conduite du changement. Cette consultante ne se réfère pas ici aux entreprises qu'elle contribue à transformer, mais à l'organisation de son propre cabinet, une multinationale du conseil dans l'organigramme qui est remaniée presque constamment, dit-elle. De nombreux travailleurs expriment ainsi une critique quant à l'instabilité des dispositifs eux-mêmes. Découpage fonctionnel, géographique, hiérarchique, projet, fusion, système d'information, logo, procédure, plan de formation, méthode de travail, d'évaluation du travail, objectifs, règles administratives, outils informatiques, procédures, stratégies, etc. Se succèdent rapidement, au point qu'ils semblent être chroniquement provisoires. Cet encadrement du travail virevoltant a tué que, dans la plupart des grandes organisations, les emplois, les fonctions, les tâches, les compétences, les équipes, les relations sont fréquemment défaits, remodelés, cassés. Le discours managérial confirme que l'histoire, la routine, les traditions, l'attachement personne au lieu, au métier, relèvent du folklore sympathique, mais coupable. Or,
L'introduction de nouveaux dispositifs occasionne à chaque fois une charge de travail supplémentaire pour organiser des réunions, des formations, changer les équipements, faire des travaux d'aménagement, licencier, recruter, faire connaissance, réorganiser les tâches, etc. Puisque les dispositifs nouveaux demandent à chaque fois le temps d'adaptation, de test d'apprentissage, de débogage, cette chronicité des innovations produit, à hauteur d'activité, tous les signes de la contre-performance. En définitive, du point de vue de l'activité, l'encadrement par un dispositif produirait de nombreux processus de contre-performance. Bien que le bilan entre ce qu'il coûte et ce qu'il rapporte ne soit pas calculé ou prouvé par ces travailleurs et leurs représentants, ces processus sont vivement éprouvés et vécus. Pour eux, c'est cela, le réel, le constat quotidien du gâchis, de l'inefficacité, de l'inefficience des dispositifs, les cercles vicieux, la contrainte à mal travailler. Il est généralement accompagné d'une expression d'indignation morale, surtout dans les services publics. Cette perception à hauteur d'activité rejoint un constat établi à un niveau plus global par des recherches internationales. Ces recherches confirment avec un autre point de vue le sentiment des travailleurs. Le jugement des opérationnels quant à l'encadrement des dispositifs est donc assez critique. Leurs arguments sont nombreux, étonnamment communs d'une organisation à l'autre. Ils constatent qu'ils altèrent la valeur intrinsèque, ainsi que la valeur d'usage de l'activité, au nom d'une performance qu'ils ne constatent pas. Le rapport social en jeu est alors questionné. Qui impose ce système, vécu comme absurde? Quels sont les rapports de force et de pouvoir qui s'exercent dans son imposition? Nous aurions pu nous attendre à ce que les cadres et les dirigeants qui déploient ces dispositifs en soient d'ardents défenseurs, mais rien n'en est moins sûr. En effet, cadres de proximité, planeurs, dirigeants se disent pareillement critiques à l'écart de l'encadrement par les dispositifs. Du coup, on va s'arrêter là pour la lecture. Pour cette VOD, ça fait déjà un bon moment qu'on est dessus. Donc, petite fougère de YouTube. J'espère que tu as apprécié cette lecture-là. Cette fois-ci, on est allé vachement plus loin. Puisqu'on a fait plus de 30 pages. Alors que tout à l'heure, en 2 VOD, on n'en a même pas fait 30. Je suis allé un peu plus, un peu plus dans le fond du sujet. J'espère que tu as apprécié cette lecture de sciences sociales, donc encore une fois sur le management des incarnés par Dujarier, qui est donc une sociologue française travaillant à Paris. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao ciao ciao.